Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le compte à rebours à jour J-6 de la campagne électorale pour les législatives et municipales. La fièvre monte dans les QG des partis et dans les régions. Le 20h30 fait le point dans la page spéciale pré-campagne 2020. Le compte macabre des morts à Massok dans la Sanaga maritime. 7 personnes sont décédées hier dimanche dans l'écroulement d'un pont sous un camion en surcharge. Le film du drame dans ce journal. Pour le compte de l'amitié Gabon-Cameroun, le Tour cycliste international à Missa Bongo faisait escale ce lundi à Ebolova dans le sud. Nous irons vivre l'arrivée de l'étape à la place des fêtes d'Unkovos. Voilà pour les titres. Le compte à rebours s'accélère vers le double scrutin du 9 février. À jour J-6 du lancement de la campagne électorale, la fièvre monte dans les états-majors des partis en lice. Les réunions se succèdent et les tractations s'intensifient pour peaufiner les stratégies de déploiement sur le terrain dès samedi. Oswald Modon a fait le tour de quelques QG des partis ce lundi à Yaoundé. En cette veille de campagne électorale, le credo est le même. Ménager chacun sa monture pour décrocher les places en compétition au soir du 9 février. Pour le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, ces élections ont beau être locales, mais une coordination centrale reste nécessaire. Nous avons signé une circulaire donnant des orientations pour les projets de société. Dans ces projets de société nous reviennent, les projets de société communaux et législatifs qui nous reviennent. Et j'ai mis en place une équipe nationale de supervision qui reçoit ces projets, fait des observations. Et puis il y a une équipe de communication qui veille à la coordination, à l'harmonisation de tout ce qui est communication. Au siège du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est une véritable task force qui est en plein brainstorming ce lundi matin. Autour du secrétaire général à la communication, les stratèges de la communication, parmi ceux qui comptent dans le parti du flambeau ardent. Pas besoin d'être devin pour comprendre que dans cette instance se dessinent les contours de la campagne électorale à venir sur le terrain. À quelques pas de là, le marché des gadgets réapprovisionné en conséquence tourne à plein régime. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès compte bien faire valoir son expérience des élections locales. Si les préparatifs du double scrutin ne datent pas d'aujourd'hui, ils ont tout de même pris ici un autre tournant. Les quartiers généraux se sont installés dans chaque circonscription législative comme municipale pour essayer d'organiser la campagne sur le terrain. Bien que présent sur le terrain, le Social Democratic Front dit ne pas avoir atteint le niveau de préparatif escompté. La faute à d'autres tout de même, affirme-t-on ici. Les candidats dans le nord-ouest et sud-ouest, tous les partis confondus sont le cible. Donc quand toi, candidat, qui représente un parti politique, n'arrive même pas à aller faire la préparation, vous êtes obligé de faire la préparation, soit par procuration, soit hors de là où tu vas faire les élections. Mais en attendant le top départ officiel de la campagne proprement dite, les partis politiques occupent déjà le terrain pour marquer leur présence. Dans les QG, cette semaine d'avant-campagne est propice à la mise en place des stratégies pour s'assurer la victoire finale. Les observateurs électoraux se placent également dans les starting blocks pour ce double scrutin du 9 février. Au ministère de l'administration territoriale, on avait fixé à ce lundi 20 janvier la date limite de dépôt des demandes d'accréditation pour les observateurs internationaux pour ces élections du 9 février. Séverin Legambele explique ici le rôle et l'impact de ces observateurs selon la loi électorale. L'observation électorale fait partie d'un mouvement mondial de surveillance non partisan qui rassemble des millions de citoyens du monde entier pour participer au processus démocratique dans les pays. Pour le cas du Cameroun, sous l'encadrement du ministère de l'administration territoriale, en 2018, lors de la présidentielle, il y a eu un peu plus de 4000 personnes mobilisées pour observer les élections dans le but d'engager les citoyens dans le processus électoral, de décourager la fraude et de garantir l'intégrité électorale. Le code électoral camerounais prévoit que à la fois les observateurs nationaux et internationaux ont accès au bureau de vote. Seulement, leur activité est bien encadrée. Ces observateurs viennent juste s'informer en toute tranquillité, en toute discrétion
ne pas troubler le déroulement du vote. L'observation électorale obéit à un cahier de charges bien précis. Il s'agit en gros de la promotion de la confiance du public dans une élection et d'apaiser les tensions dans la période post-électorale. Ils peuvent regarder et s'ils veulent avoir un document, ils doivent demander de manière courtoise, sans s'immiscer, puisqu'ils n'ont pas le droit dans les opérations. Et leur rôle, donc, c'est de constater comment le vote se déroule. Ensuite, ils vont faire des rapports. Certains de ces rapports, d'ailleurs, reviennent aux autorités électorales du pays. Et c'est en cela que ces observateurs contribuent à l'amélioration du processus, notamment pour les échéances qui arrivent après. Conformément au mandat défini par la déclaration de principe pour l'observation internationale des élections, validée par l'Organisation des Nations Unies en 2005, les observateurs ont souvent eu recours à l'information électorale pour éduquer les électeurs sur la façon de s'inscrire pour voter, les procédures le jour du scrutin et, pourquoi pas, évaluer si une élection est en phase avec les normes internationales. Et ce communiqué qui nous parvient à l'instant, en prélude à la campagne électorale du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020, le directeur général des élections a l'honneur d'inviter les mandataires des partis politiques devant prendre part à ces élections à passer sans délai à la base aérienne 101 de Yaoundé pour retirer leur bulletin de campagne auprès des responsables d'Elections Cameroun. C'est un communiqué signé par le directeur général des élections, Eric Essoussé. Faisons à présent le point sur les listes de candidatures après le verdict définitif de la Chambre administrative de la Cour suprême. Comment donc ELECAM procède au remplacement des personnes décédées et à la réintroduction des listes ainsi réhabilitées? Pierre Binambarga est allé quérir les explications à bonne source auprès de ce directeur général des élections, Eric Essoussé. Voici son reportage. Le directeur général des élections, Eric Essoussé, rassure. Pas de crainte pour les candidats à remplacer sur les listes électorales pour cause de décès ou pour toute autre raison. Tout est fait depuis le 9 janvier dernier. Ici, ELECAM n'a fait qu'appliquer la loi. Quand il y a un décès, et dans les cas les délais le permettent, n'est-ce pas, on remplace le décédé avec les mêmes éléments qui sont dans le dossier. Et c'est ce que nous avons fait pour tous les cas de figure. Mais ceci était valable jusqu'au janvier pour tous les cas de décédés ont été remplacés à temps. Et on a intégré leurs remplaçants dans les listes. En ce qui concerne les listes réhabilitées par la Chambre administrative de la Cour suprême, ELECAM dit avoir anticipé l'impression de toutes les listes validées par le Conseil électoral. Quand le tribunal rejette effectivement, la liste ne fait plus partie du jeu. Mais comme il y avait des recours dans la Chambre administrative, nous avons fait quoi? Nous, on a préféré imprimer les partis qui sont acceptés par le Conseil électoral à charge maintenant par la suite si la Chambre administrative de la Cour suprême ne réalise pas une liste, on la retire tout simplement. Mais celles qui sont déjà tirées, qui sont valables pour continuer, pour qu'on soit dans les délais. Du côté de l'ELECAM, on est prêt, nous affirment les autorités de l'institution. L'heure est au dernier réglage. L'ELECAM n'attend plus que le jour dit, le 9 février 2020. Également dans l'actualité, la préparation du début d'exercice dans les départements ministériels. La loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées était naturellement au cœur de la conférence annuelle des personnels du ministère de la décentralisation et du développement local. La rencontre ouverte ce lundi à Yaoundé par le ministre Georges Elanga Obam a mis l'accent sur les modalités d'application du statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Étienne Pascal Azeg. L'exécutif municipal, qui sera élu au terme du double scrutin du 9 février prochain, devra trouver des lignes de conduite qui vont orienter ses actions sur le terrain. Au ministère de la décentralisation et du développement local, on se mobilise à cet effet. Le personnel des services centraux et déconcentrés évalue la politique du gouvernement en matière de la décentralisation et de la promotion du développement local. Il s'agira pour nous de nous assurer que ceux qui conduiront aux destinées de ces institutions qui se mettent en place trouvent un cadre de travail propice. Les instructions du président sont claires et permanentes. Veiller à l'approfondissement du processus de décentralisation, nous assurer de son accélération, dans la perspective que nos populations bénéficient
d'un développement qui est issu de la base. L'opérationnalisation du Code général des collectivités territoriales décentralisées devra donner un coup d'accélérateur au processus de décentralisation au Cameroun. Un chantier qui interpelle le Mindevel en 2020. Nous veillerons également à ce que, s'il en était décidé ainsi par M. le Président de la République, que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, lesquelles ont bénéficié d'un statut spécial, puissent le mettre en application. Les valeurs fondamentales qui structurent le ministère de la décentralisation et du développement local ont été reprécisées au personnel. Ce processus de décentralisation va également recevoir un coup d'accélérateur en ce qui concerne le transfert des compétences aux communes pour l'entretien des routes communales, avec en ligne de mire des lots beaucoup plus consistants. C'est là une option annoncée ce lundi par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, qui présidait l'atelier d'entretien des routes communales financé par le Fonds routier. Rodrigue Bertrand-Thienot fait la synthèse de ces travaux. En 2018, le programme d'entretien des routes communales portait sur un linéaire de 1771,20 km traversant 68 communes. 150 km ont été réalisés et 460 km réceptionnés à date. En 2019, le linéaire ciblé était de 1500 km à travers 86 communes. La mise en œuvre s'est heurtée à moult difficultés. Les entreprises prennent des marchés et au moment où elles doivent se mobiliser effectivement sur le terrain, on ne les voit plus. La grosse difficulté restait dans le suivi des acteurs déconcentrés du ministère des Travaux publics. Pas de leur volonté, mais tout simplement parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de moyens de suivi appropriés. Vous vous retrouvez avec un délégué départemental qui doit jouer le rôle de l'ingénieur, mais qui n'a pas de véhicule de suivi sur le terrain. C'est une grosse difficulté parce qu'il faut que l'ingénieur de suivi, qui suit en même temps le maître d'ouvrage, l'entreprise et la mission contre elle soient permanemment sur le terrain. Les contraintes ainsi rencontrées ont guidé l'élaboration du plan 2020 qui met l'accent sur les routes desservant plusieurs communes et les bassins agricoles avec des prescriptions fermes de l'ingénieur de l'État. Le programme est arrêté. Il va être communiqué aux maires. L'une des recommandations des maires, c'était que les moyens financiers du fonds routier soient immédiatement mis à disposition et c'est une forte recommandation. Certains maires ont déjà lancé le processus de passation de marché. L'impact sur la vie socio-économique du Cameroun profond sera grand car des 123 294 km du réseau routier national, les routes communales avec 100 000 km se taillent la part du lion. Restons sur les routes pour parler de ce grave accident mortel survenu dans la Sanaga maritime. 7 corps ont été remontés d'une rivière après l'écroulement d'un pont hier dimanche dans la localité de Massok. Les ouvriers d'une coopérative voyageaient à bord d'un camion qui transportait en même temps une trentaine de personnes et des sacs de maïs. À ce bilan très lourd vient s'ajouter une vingtaine de blessés, dont 14 cas graves en soins intensifs en ce moment même à l'hôpital catholique de Pouma. L'adjoint au maire de Massok, Mme Evelyne Makon-Pagal, propriétaire de cette coopérative, est elle-même parmi les blessés. Retour sur les circonstances de cette tragédie avec Aboubakar Abo de Sierre TV Littoral. 7 corps inertes, le tableau se passe de commentaires. Le soleil lui-même est en berne au lieu d'Ignel dans la Sanaga maritime, rendant hommage aux 7 fils de la nation morts de suite d'un accident. Concernant les faits, les victimes, ouvriers d'une coopérative, retournaient à l'entrepôt à bord d'un camion, transportant 30 personnes au total et des sacs de maïs. La charge sera trop lourde pour le pont en planche qui va céder et entraîner un lourd bilan. Le bilan faisait état de 7 morts sur place qui ont été extraits de l'eau. Nous avons également pris des dispositions pour évacuer la vingtaine de blessés, dont 14 suffisamment graves et qui sont actuellement à l'hôpital catholique de Pouma, Saint-André de Pouma. Plus que de simple compassion, les forces de maintien de l'ordre et les riverains ont fait montre d'humanisme et de solidarité agissante, promptement mobilisés pour porter assistance aux sinistrés. Des forces de gendarmerie qui,
Depuis la surveillance de ces drames, sont descendus sur place pour prendre les mesures qui s'imposent et nous prendrons également des mesures pour informer toutes les familles. Les dépouilles, quant à elles, ont été conduites à la morgue de l'hôpital régional des DEA où elles seront identifiées, puis remises aux familles pour inhumation. Bien triste quand le voyage de la vie s'achève d'une manière aussi inattendue que tragique. La coopération entre Riyad et Yaoundé va s'intensifier dans les domaines de la santé publique et de l'humanitaire. C'est l'annonce faite ce lundi par l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, son Excellence Abdallah Mohamed Al-Shehabi, qui était reçu en audience par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Le compte rendu à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono. Comme sur un cheval, la coopération entre Yaoundé et Riyad a pris un nouvel élan à la faveur de l'audience de ce lundi à l'immeuble Étoile. Le présent remis au Premier ministre chef du gouvernement, un chameau sculpté, représente la résistance en milieu désertique. Résistance, résilience, autant de qualités reconnues aux Camerounais par tant de turbulences. Aussi, l'Arabie Saoudite consent-elle à financer des projets dans l'humanitaire, la construction d'un hôpital ou la promotion des campagnes médicales. Nos échanges ont été très cordiaux et très amicaux et nous avons insisté sur la nécessité de développer les relations entre nos deux pays davantage, de sorte à ce que nous puissions atteindre une nouvelle étape d'excellence. Nous avons plus de 50 ans de relations et qu'aujourd'hui nous avons discuté de la possibilité de renforcer davantage notre coopération, notamment dans le domaine humanitaire. Pour sa première rencontre avec le Premier ministre, chef du gouvernement depuis son accréditation à Yaoundé, son Excellence Abdallah Mohamed Al-Shehabi, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en République du Cameroun et du serviteur des deux saintes mosquées, a par ailleurs fait avec Chief Dione Ngouté le tour d'horizon de la coopération bilatérale si riche en réalisations entre Yaoundé et Riyad. Nous repartons à Douala pour la suite de la série consacrée à la régie en cours au terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry. Arrêt ce soir au service de la facturation. C'est tout à la fois la caisse et la boîte à suggestion du terminal. C'est en tout cas le guichet incontournable où notre reporter Aboubakar Abo a fait escale pour vous. Regardez. Customer Service et service commercial, c'est le duo gagnant en action au service de la facturation. Le premier, le service commercial, fait un travail de collecte. Dans ses notes, plaintes, réclamations, difficultés rencontrées par les clients lors de leurs diverses opérations. Une autre colonne évalue la courbe de satisfaction de ses clients. Les dites informations sont transférées chez le binôme Customer Service. Ici, c'est le box des solutions. Les informations recueillies prennent le chemin du sous-service adéquat. Les deux segments sont facturables à ce jour normalement à 100%. Tous les conteneurs dont ils sont facturables sont faits. Et à partir du 2 janvier, nous facturons normalement tous les importateurs, donc les chargeurs importateurs. On les a donné des tickets de livraison et ils sont entrés au terminal pour prendre normalement leurs conteneurs. Les doléances rejoignent la boîte du service client, tandis que les différentes indemnités d'import et d'export se gèrent au sous-service facturation. La machine a eu des débuts timides depuis le basculement le 2 janvier dernier. Mais à ce jour, elle a trouvé son rythme. Je dirais même que nous avons atteint le rythme normal que nous avions. Pour nous, à RTC aujourd'hui, le travail se fait de manière normale. Le satisfait des clients est donc sur la courbe croissante. Depuis 2 semaines pratiquement, les choses s'améliorent ici au niveau de la facturation. Tout bénef pour la RTC car, comme on le sait, client heureux fait le bonheur du concessionnaire.
Reparlons de ce drame survenu au lycée classique de Nkolbison. Il inspire cette semaine le feuilleton du 20h30 pour poursuivre la réflexion sur comment en est-on arrivé à cet acte odieux d'un élève poignardant à mort son enseignant. Le premier épisode de ce feuilleton ce soir fait la lumière sur l'accès même de ces armes blanches dans l'enceinte des établissements scolaires. Les couteaux, des poignards pénètrent ces lycées malgré les fouilles et autres contrôles pratiqués au corps. Voici l'enquête pour faire la lumière de Daniel Menanga. Ils soulèvent la langue, ils mettent la lame en bas et ils pénètrent. Les dames utilisent des cyclistes, ils envoient ça là en bas et ils couvrent ça avec les tenues. Portail blindé, aucune arme blanche ne traverse. Lycée bilingue d'application quelques jours après le drame de Nkolbison. Quand ils viennent, ils sortent les cahiers, ils arrêtent la main et les sacs au sol, ils ouvrent les mains avec les bouches. On a insisté sur l'utilisation des détecteurs métalliques. Et au cas où on trouve cela, on va confisquer l'arme, on écrit le nom de l'élève et puis conseil discipline. Dans les établissements scolaires de la place, le spectre de la violence plane. Pour les lames, généralement, ils mettent dans les portefeuilles. Ils cachent peut-être derrière une carte de visite ou bien derrière la carte de SIM. Par rapport au couteau, ils viennent un samedi, ils cachent ça quelque part dans l'établissement où ils savent où ils ont mis. Certains pouvaient cacher leurs armes dans le sac et les jeter étant dehors dans un coin de la clôture. Et ils entrent, n'est-ce pas, pour venir récupérer le sac. Au lycée Leclerc, la veille sécuritaire est accentuée depuis quelques jours. Nous arrivons au lycée Leclerc tous les matins à 7h moins 20 pour prendre part à la prise en main des élèves au portail. Nous avions entrepris aussi de procéder aux fouilles systématiques dans les salles de classe. Et nous le faisons de façon inopinée. Le souvenir de cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux laisse perplexe. Équation, surveillance à l'entrée du portail, plusieurs inconnus. L'école devenue un champ de bataille. Et voici une infrastructure qui pourrait améliorer la collecte et le traitement des données sur cette jeunesse camerounaise, y compris sur la flambée de violence constatée dans les établissements secondaires. C'est le siège de l'Observatoire national de la jeunesse, inauguré ce lundi par Mounou Nafoutou, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Le reportage de Sadou Mamoudou. Planté à l'arrière-cour du centre multifonctionnel de référence de promotion des jeunes au quartier Madagascar, le bâtiment siège de l'Observatoire national de la jeunesse s'étend sur 420 mètres carrés. L'infrastructure de R+1 est dotée de toutes les commodités. 16 bureaux, un espace de téléconseil jeune d'une capacité de 12 postes d'écoute, d'une salle de réunion, d'une centaine de places et d'un data center. 240 millions ont été nécessaires pour sortir de terre cette concrétisation de l'un des programmes du plan triennal spécial jeune instruit par le chef de l'État. Une aubaine pour le département ministériel chargé de l'encadrement de la jeunesse. Il revient maintenant à la jeunesse véritablement de s'approprier cet outil et de répondre à l'appel du chef de l'État, à savoir se mobiliser pour que la paix revienne dans ce pays, qu'il y ait moins de jeunes qui soient engagés dans l'extrémisme violent. Une seule main ne pouvant conduire un si vaste projet, le ministre Mounou Nafoutou exhorte les partenaires au développement à œuvrer davantage pour l'ancrage de la carte jeune du Youth Connect Cameroun, entre autres. Les partenaires publics et privés à utiliser efficacement cet outil de gouvernance et de mutualisation des informations en matière de jeunesse. Des kits constitués de groupes électrogènes, ordinateurs portables, imprimantes ont été remis aux 10 chefs d'antenne régionales et 325 communales pour un maillage du territoire et garantir un suivi optimal de la jeunesse via la carte jeune. Bonne année, Monsieur le ministre. Les défis liés à l'organisation du double scrutin du 9 février, en toile de fond de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au ministre de l'administration territoriale ce lundi. Paul Atanganji et ses collaborateurs ont consacré à cette tradition, rehaussée par quelques décorations cet après-midi au Yaoundé Hilton Hotel. Séverin Legambele.
30 minutes ont suffi pour le cérémonial de présentation des vœux de Nouvel An au ministre de l'administration territoriale. 30 minutes pour la remise des décorations et la succession de poignées de main. Le tout dans la convivialité et la détente. Mais au-delà des échanges d'amabilité, par le principe même de la communication non verbale, le personnel du ministère de l'administration territoriale a dévoilé son état d'esprit. 2020 n'est pas un espace-temps comme un autre. Il y a de nombreux défis à relever cette année. En tant qu'agent du gouvernement dans le processus électoral, ce département ministériel a, par exemple, l'obligation d'apporter tout l'encadrement sécuritaire nécessaire à l'ECAM dans la conduite des opérations électorales. À ce titre, les gouverneurs de région, les préfets et sous-préfets doivent s'assurer qu'avant, pendant et après le vote, la sécurité des personnes et des biens est garantie. Sur la base du décret du 23 janvier 2019, le ministère de l'administration territoriale doit tout aussi conduire des tâches liées à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'administration du territoire et de la protection civile. Il y a surtout un travail de veille à faire, étant entendu que les catastrophes naturelles, accidents, inondations ou éboulements viennent toujours quand on s'y attend le moins. La 548e édition des grandes journées traditionnelles, culturelles et économiques du peuple Bamoun. Cette journée va se tenir du 27 novembre au 6 décembre de cette année 2020. Sa Majesté Ibrahim Bombondjoya, le roi des Bamoun, l'annonçait samedi au cours de la cérémonie de lancement officiel de l'événement. Le thème retenu cette année est très parlant. Le Ngon, creuset de ressourcement de la jeunesse pour la pérennisation et le rayonnement de nos cultures et traditions. Stéphane Francky Kana de CRTV Ouest raconte. Des coups de fusil ont retenti à l'esplanade de la cour d'apparat du palais des rois Bamoun, comme pour sceller l'annonce du sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombondjoya, de la tenue de la 548e édition du Ngon du 27 novembre au 6 décembre 2020. C'est par centaines que les filles et fils du Noun sont venus assister à cette cérémonie pour vivre ces rituels millénaires de la tradition Bamoun. À travers cette cérémonie, Sa Majesté le Sultan a procédé au lancement des grandes journées traditionnelles, culturelles et économiques du peuple Bamoun. Au cours de l'événement, les responsables du comité d'organisation de l'édition 2020 de ce grand rendez-vous culturel biennal du peuple Bamoun ont été présentés. Ils ont fait allégeance au roi en guise de leur installation. Je crois que c'est le fruit du travail bien fait qui l'ont amené à me reconduire à ces fonctions. C'est plein d'innovations pour la prochaine édition. Des danses traditionnelles à l'instar de la danse Ngangi, qui est une danse exécutée exclusivement par les princes et princesses, ont été présentées au public. Une esquisse de ce que sera la célébration. Le thème retenu cette année pour les 10 jours de festivités est le Ngon, creuset de ressourcement de la jeunesse pour la pérennisation et le rayonnement de nos cultures et traditions. Ouverture ce soir de votre page spéciale consacrée à l'avant-campagne pendant ces 6 jours qui nous séparent du samedi 25 et du lancement de la campagne électorale pour le double scrutin de ce 9 février. Premier arrêt ce soir, Bafoussam dans la région de l'Ouest qui accueillait samedi la réunion préparatoire conduite par Pascal Nguye Kanté, le président de la commission communale de la campagne du RDPC à Bafoussam 1er. Nous retrouvons là-bas Jean de Dieu Coignet. Les différents candidats aux élections législatives et municipales dans la circonscription électorale de Bafoussam 1er, à travers cette réunion autour du professeur Pascal Nguye Kanté, président de la commission communale de campagne, mettent sur pied une stratégie qui permettra aux listes RDPC de triompher au soir du 9 février 2020. Pour cela, un accent sera mis sur la campagne de proximité. Le travail que nous allons faire, amener l'ensemble de la population à voter. Voter d'abord et voter ensuite en faveur de la liste RDPC.
pour réenchérir par Emmanuel Nzete, délégué de gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, pour qui plébisciter à 100% les listes RDPC. C'est dire merci au président Paul Biya pour les travaux en cours d'exécution dans la MIFI pour un montant de plus de 80 milliards de francs CFA. Ne pas vaincre Bafoussam à 100%, ce serait de l'ingratitude. La circonscription électorale de Bafoussam 1er a été répartie en secteurs pour une campagne de proximité qui se fera dans la discipline et le respect scrupuleux des scolaires du parti. Le ministre Emmanuel Ngano Djumessi, le président de la commission départementale pour les Bamboutos pour cette campagne électorale, présidait également une réunion similaire à Mbouda. Nous y reviendrons en images dans nos prochaines éditions. Dans le littoral, au département du Vouri, le RDPC vient de tenir une réunion préparatoire au lancement de la campagne. Rencontre dans la maison du parti à Bonanjo, présidée par le secrétaire général du comité central, Jean Kuete. Objectif, définir la stratégie gagnante pour le double scrutin du 9 février. Voici à Douala le reportage de Léon Bertrand Tanefo. Une entrée en scène spéciale qui présage d'une campagne mémorable dans le Vouri. En attendant le signal officiel, le RDPC positionne ses troupes sur la ligne de départ. La performance mitigée lors de la présidentielle de 2018 hante encore les esprits. La concurrence devient difficile. L'électorat jadis acquis se complexifie, mais les ambitions restent intactes. Le RDPC veut assurer une majorité confortable à son président national. Notre président national, le grand camarade, son excellence M. Paul Biya, président de la République, a besoin d'une bonne majorité parlementaire pour gouverner sereinement. Engageons-nous à lui apporter une majorité confortable au sein de laquelle nous compterons au moins 9 députés dans le Vouri. Une ambition confortée par la hiérarchie du parti et la stratégie gagnante pour atteindre cet objectif réside dans l'union sacrée. Ceux qui n'ont pas été investis là-bas n'ont pas démérité. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont à la réserve du RDPC. Et par conséquent, ils doivent être les plus grands animateurs de la campagne pour qu'aucune de nos voix ne se perde. Jean Kuete a par ailleurs insisté sur la maîtrise de la sociologie politique pour une campagne de proximité efficiente. Dans la région du sud, la section RDPC à Kiosi, Vallée d'Untem 4, peaufine également sa stratégie pour le double scrutin du 9 février. La réunion préparatoire conduite par le président de la commission communale de campagne, Cyril Edoualo, visait à faire triompher le RDPC dans la Vallée d'Untem au soir du 9 février. Retrouvons à Kiosi Ghislaine Aléné. Le RDPC Vallée d'Untem 4 sera face à l'opposition le 9 février prochain à Kiosi dans la Vallée d'Untem. Conscients de ce défi, les responsables politiques, chefs traditionnels, chefs de communauté et militants RDPC affûtent. Cyril Edoualo, président de la commission communale de campagne à Kiosi, parle d'une victoire non négociable. Le RDPC va faire face aux candidats de l'opposition dans le cas législatif, ce qui n'est pas le cas dans les autres arrondissements, dont le RDPC doit être mûrement préparé à Kiosi, plus que partout ailleurs dans le département. Et c'est la raison pour laquelle nous avons insisté sur la nécessité pour les militants de se mobiliser pour battre, comme d'habitude, les listes de l'opposition dans le cadre législatif. Pour faire carton plein, toutes les parties prenantes se sont résolues à travailler main dans la main. Nous avons aussi réfléchi sur comment faire en sorte que nous ayons un vote enthousiaste, un vote massif et un vote franc en faveur du RDPC dans la section de la Vallée d'Untem 4. Pour toucher les couches les plus reculées de cet arrondissement cosmopolite, la stratégie du porte-à-porte a été adoptée. Question de ratisser l'âge durant les 2 semaines de campagne.
Allons dans le nord pour parler de la mécanisation des opérations agricoles en zone cotonnière. Ce thème était au cœur d'un événement que vient d'organiser à Garoua la Société de développement du coton du Cameroun, la Sodécoton. La rencontre a mobilisé des professionnels de la filière coton venus d'Afrique et d'Europe. Claver Pascal Ndanga de Sierre TV Nord. De la mécanisation pour doper la production cotonnière, ici à la ferme de Yoko, comme à Homé, dans l'arrondissement de Touboro, cette option de modernisation prise par la Société de développement du coton du Cameroun dans sa phase expérimentale affiche des résultats largement satisfaisants. C'est l'agriculture de seconde génération qu'on est en train de modéliser à travers la mise au point des itinéraires techniques sur l'agronomie coton, l'agronomie de toutes les cultures qui rentrent en rotation avec le coton, sur la mise au point des machines agricoles qui vont du semis à la récolte. Et une dernière chose, la mise au point des usines de grainage pour un meilleur nettoyage de la fibre. Une avancée considérable pour la Sodécoton qui s'arrime depuis plusieurs années à une agriculture de seconde génération. Sur 200 000 producteurs, 7 000 seulement produisent 100 000 tonnes sur 300 000 tonnes produites par l'ensemble de la société. Ça porte ses fruits. Il faut un accompagnement particulier pour que derrière, on regarde également la productivité. Donc tout l'accompagnement est autour de ça pour qu'on fasse ce saut qualitatif. Au cours de cet agro-événement qui a mobilisé les professionnels de la filière coton venus du Tchad, du Sénégal, du Burkina Faso, de la France, du Bénin, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de l'Espagne et de la Biélorussie, la Sodécoton a pu présenter les travaux menés en vue d'adapter la mécanisation à la production cotonnière. Il faut reconnaître que le Cameroun vient de très loin en matière de la production. Et les autorités politico-administratives ont pris des décisions à dire pour améliorer la mise en place des fermes, expérimenter la mécanisation agricole pour trouver les prototypes spécifiques à la mécanisation agricole. C'est des efforts louables. Toutes les innovations technologiques dans le monde ont eu pour base le moteur. Et ce que vous avez vu ici aujourd'hui, c'est que toutes les opérations sont motorisées. Et je pense que si on veut développer l'agriculture, si on veut développer la culture du coton, si on veut en faire des exploitations rentables à grande échelle, il faut s'inspirer de ce modèle qui a été développé au Cameroun. Organisé en collaboration avec la Confédération nationale des producteurs de coton du Cameroun et la Société de services pour l'Europe et l'Afrique, cet agro-événement confirme l'engagement et la détermination de la Sodécoton tournée vers l'avenir à relever les défis de la modernisation de ses outils de production pour davantage créer la richesse. La page des sports est d'abord des nouvelles du Tour cycliste international, la Tropicale Missa Bongo, en incursion ce lundi au Cameroun. l'Italien Viviano Attilio a remporté la première étape Bitam-Ebolova, longue de 150 km en 3 heures 33 minutes et 54 secondes. Les Camerounais occupent la 26e place. La cérémonie de remise des prix à la place des fêtes d'Unkovos à Ebolova était présidée par le gouverneur du Sud, Félix Nguele, aux côtés du ministre gabonais des Sports, Franck Guéma, et de l'ambassadeur de France au Cameroun. L'arrivée de cette étape est racontée par Flavien Zorbo, notre correspondant sur place dans le Sud. La place des fêtes d'Unkovos s'est parée de ses atours pour accueillir les champions de la première étape de la Tropicale Missa Bongo. L'événement donne le ton de la saison cycliste mondiale. Sur la ligne de départ à Bitam, 90 cyclistes répartis en 15 équipes. À 3h30 de minutes, c'est le temps qu'indique le chrono quand surgit le peloton compacte des sprinteurs. L'Italien Viviano Attilio rafale la mise. Meilleure étape, meilleur classement par équipe. Le jeune de 23 ans est tout en jaune. Porte ce maillot, accompagné des acclamations de Paris réussi pour les autorités camerounaises et gabonaises qui saluent l'effort et l'endurance, bien plus la fibre sous-régionale qui colore cette étape. Nous sommes ravis que cette course sous un soleil de plomb se soit réalisée et que nous ayons eu un beau sprint final avec un beau vainqueur. Et c'est dire que vraiment nous sommes contents et satisfaits. Le choix de Bolova est de nature à consolider les bons rapports entre le Cameroun et le Gabon, et chaque fois que les Gabonais viennent chez nous, ils se sentent chez eux. C'est aussi une façon de vivre dans le domaine du sport, l'intégration.
Pour cette première étape, le Cameroun, sous la pédale de Clovis Kamdem Abosolo, vient en 26e position avec un chrono de 3 heures, 33 minutes 57 secondes. La tropicale Amissa Bongo se dispute en 7 étapes. Le football est le week-end des Lions de la diaspora qui se sont démarqués dans leurs championnats respectifs en Espagne et en France. Des performances compilées ce soir par Robert Collins Mbiama. En Espagne, le défenseur camerounais Alan Niom était d'attaque. Son but de la tête a contribué au succès de Retafe face à Leganés. Grâce à cette victoire, Retafe est 5e. Toujours en Liga, Yann Eteki a frôlé l'exploit. Le milieu camerounais de Grenade s'est offert la plus belle occasion de son équipe contre le FC Barcelone. Une frappe sur le poteau et une défaite 0-1 pour le Camerounais qui a disputé 72 minutes de la rencontre au Camp Nou. En France, on joue la 29e minute entre Nice et le Red Star en 16e de finale de la Coupe de France quand Ignatius Ganago inscrit un but. Score final, 2-1 pour Nice qui s'ouvre les portes des 8e. Une phase qui verrait également Stéphane Baokeng, buteur 4 minutes seulement après son entrée en jeu avec Angers pour la victoire 4-1 face à Rouen. Au Portugal, Joël Tague, buteur pour son premier match en tant que titulaire avec le Maritimo. Son ouverture du score n'a cependant pas empêché le nul. Un but partout face à Famalisao. La CAN 2021, on le redit pour le plaisir, la compétition se tient au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021 et malgré cette confirmation en fin de semaine dernière de la CAF, certains esprits malveillants en quête d'une certaine notoriété continuent de ternir l'image du Cameroun dans les médias étrangers et sur les réseaux sociaux avec des affirmations pour le moins incongrues. Nous vous proposons par exemple ce soir la réaction du vice-président de la CAF, Constant Omari, qui répondait hier à l'un de nos compatriotes au cours du débat africain qui est diffusé sur Radio France Internationale. Voici cet extrait de Constant Omari sélectionné par Germain Noël-Essengue. On essaie de parler des accès. Comment est-ce qu'on se déplace au Cameroun lorsqu'on sait que le Cameroun n'a ni autoroute, encore qu'aujourd'hui, l'accès même au stade est problématique? Moi, je pense qu'il faut mettre un terme à certains pessimismes. Il y a une Afrique qui avance, et quand vous l'analysez à partir de l'extérieur, peut-être vous ne vous rendez pas compte des réalités sur la situation des choses. Moi, je vous parle des réalités, ce que j'ai vu. Ce n'est pas ce qu'elle soit d'une ligne éditoriale contre ou le pouvoir peut raconter. Mais moi, je vous parle, je viens du Cameroun, j'ai conduit une délégation, j'ai fait Yaoundé, Douala, Bafoussam et Garoua, j'ai vu les réalisations, et je peux vous dire que vous devez être fiers en tant que Camerounais d'avoir ce que moi j'ai vu comme infrastructure. Les pelouses que j'ai vues là, vous êtes parmi au jour d'aujourd'hui, c'est des pelouses standards, même Coupe du Monde, que le Cameroun va fournir, que j'ai vu moi. Donc je pense que vous devez être plutôt fiers que d'être pessimiste. Et voilà qui met fin à tout débat sur cette question et c'est rapporté par nos collègues de RFI. L'essentiel à retenir de l'actualité de ce lundi 20 janvier, le compte à rebours à jour J-6 du lancement de la campagne électorale pour les législatives et municipales. La fièvre monte dans les QG des partis et à travers les régions. Nous l'avons vécu dans ce 20h30. Le compte macabre des morts à Massok dans la Sanaga maritime. 7 personnes sont décédées hier dimanche dans l'écroulement d'un pont sous un camion en surcharge. Et pour le compte de l'amitié Gabon-Cameroun, nous avons vu l'arrivée de l'étape du Tour cycliste international Amissa Bongo qui faisait escale ce lundi à Ebolova dans le sud. Une arrivée tout en fête à la place de Nkovos à Ebolova. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Marlise et Noambarga Oumou, Augustin Gononga et Stéphane Zimbomo.
Vous aurez d'autres informations en journal sur cette antenne à minuit, présentée par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Retrouvez immédiatement après le journal Inside the Presidency, présenté par Achou Niensi. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30.